Aujourd'hui, on va parler du projet de loi relatif au financement et au développement des transports. Fabien Villedieu qui est avec nous, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il en retourne? C'est quoi c'est quoi ce projet de loi cadre? Oui, donc l'année dernière, il y a eu une conférence de financement justement sur les transports. Et de cette conférence de financement, il est sorti un rapport. Voilà, on a abouti sur une loi cadre. Voilà, qui est une loi cadre. C'est pas vraiment une loi de programmation. Une loi cadre, ça fixe les grands principes. Voilà, la loi de programmation, elle met dans les principes un peu de pognon. Donc là, on n'est pas à l'étape de la loi de programmation, mais la loi cadre, elle est passée au Conseil des ministres. Là, en ce moment, elle est discutée au Sénat, elle va aller à l'Assemblée nationale et elle devrait être votée avant cet été. Donc ça prend les réalités, un peu cette loi cadre sur les transports. D'accord. Et elle va, en fait, elle permet donc de donner les grands principes de financement notamment et puis d'évolution dans les transports en France, c'est ça? Voilà, donc elle parle de tout, hein, du contrôle de produits stupéfiants pour les chauffeurs de bus, au financement du ferroviaire. Elle est très, très large. Pour nous, on va un peu se concentrer évidemment sur le ferroviaire, hein, mais il y a 19 articles qui parlent un peu de tout. Bon, nous, les articles qui nous ont apparus un peu les plus pertinents, c'est autour du prix, voilà, les prix des billets, autour des lignes de TGV d'aménagement du territoire, mais bon, je pense qu'on en reviendra. D'accord, on va revenir dessus parce qu'effectivement, il y a 4 grands axes sur lesquels tu souhaitais intervenir. C'est les transports au quotidien, notamment le prix des billets pour les voyageurs. On a les autoroutes qui sont évoquées, notamment les concessions des autoroutes. On va avoir aussi un grand volet sur le fret ferroviaire, comment il va être abordé. Et puis on parlera en dernier donc des TGV d'aménagement du territoire et puis des petites lignes bien délaissées. Alors un premier volet qui nous semblait important et que Fabien tu voulais aborder dans le projet de loi cadre relatif au développement des transports qui va bientôt être qui est déjà sur la table mais qui va finir de tout son parcours législatif. Il y a un volet donc important, notamment sur les transports du quotidien. Alors quand on parle des transports au quotidien, là on est Sudrail, mais on ne va pas parler que du train. C'est les transports du quotidien d'une manière globale, puisqu'il s'agit des bus, des trams, etc. Et des TER aussi pour ce qui est du train. Et comment sont découpés justement donc pour ces transports du quotidien? Le voyageur, il paye un abonnement ou il achète un ticket de transport. Comment s'est découpé justement ce prix du train pour le voyageur? Et en gros, qui contribue à financer les transports du quotidien en France? Ouais. Donc déjà, on va partir sur un état des lieux. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les transports publics, donc comme tu l'as dit, ça va du bus au TER, mais aussi au train intercité, parce qu'il y a une autorité organisatrice, ça fait partie des trains du quotidien. Aujourd'hui, tous ces transports, ils sont financés. Il y a plusieurs canaux de financement. Le premier, le plus connu, c'est évidemment ce qu'on appelle les ressources des voyageurs. C'est quand vous payez votre billet ou quand vous avez un abonnement. Voilà. Si dans certaines régions, vous avez des abonnements, ça, c'est des ressources qui financent ces transports publics. Bon. C'est dans quelle proportion à peu près? On est à peu près à 17%. Ah ouais, quand même. Voilà. Okay. C'est-à-dire que le voyageur, je ne parle pas du TGV. Non. Je parle vraiment, le TGV, c'est un autre système. On parle des transports publics, transports en commun publics. Bon, là, le voyageur, il paye 17%. Donc c'est vrai qu'ils ne payent pas énormément. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle les autorités organisatrices. Ça, c'est les régions, les collectivités locales. Okay. Ça peut être aussi les municipalités, sur un certain nombre ou les départements, ça dépend. Eux, ils financent à hauteur de 34%. D'accord. Voilà. Voyageurs, 17%. Autorités organisatrices, 34%. Et ceux qui payent beaucoup, ce sont les entreprises. À hauteur de 47%, comment? Via ce qu'on appelle le versement mobilité. Alors le versement mobilité, c'est un impôt, c'est ce qu'on appelle une taxe de production. Cette taxe de production, j'ai les chiffres, l'année dernière, elle a rapporté 11 milliards d'euros. Donc ce n'est pas une petite taxe, 11 milliards d'euros. Toutes les entreprises qui ont plus de 11 salariés, qui se situent pas très loin, soit d'une gare ou soit d'un lieu d'échange intermodal de transport,
doit payer une taxe. Donc c'est un pourcentage, j'avoue que je ne sais pas le pourcentage, mais en tout cas, ça rapporte 11 milliards d'euros. Et donc c'est vraiment les entreprises qui financent les transports en commun en France. Et quand on regarde ce qui se passe, si on fait un peu un recul pour voir ce qui se passe en Europe, eh ben, en Europe large, l'Europe géographique, c'est pour ça que je vais parler de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, donc j'ai dit en France, 17% des ressources, c'est le voyageur. En Grande-Bretagne, 73%. Ah ouais, ok. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de versement mobilité. Donc l'entreprise, elle ne contribue pas au financement de ces transports du quotidien. Et les autorités organisatrices, les régions, payent moins. Voilà. Résultat, faut bien que quelqu'un paye. Donc là-bas, les Anglais. C'est pour ça que les abonnements en Angleterre, ou c'est pour ça que les voyageurs du quotidien, c'est très très cher en Angleterre. Mais ce n'est pas les seuls. J'ai regardé la Suisse, c'est 60%. Ah, la France, c'est un peu une exception alors en Complètement. Europe, du coup. L'Allemagne, c'est 53%. Et l'Italie, c'est 30%. Donc on a un peu ce système qui fait que le voyageur contribue assez modestement au financement de ce système. Merci. Du coup, que fait, parce qu'évidemment, c'est pas tombé, ce constat-là, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et donc aujourd'hui, il y a une espèce d'unanimité, parce que j'ai regardé dans le projet de loi, avant ils ont fait un rapport, et dans le rapport, il y avait plusieurs protagonistes, il y avait le MEDEF, le MEDEF, ils disent, représentants des patrons, on ne veut pas payer, voilà. Après, un peu plus surprenant, il y avait la FNOT, représentant les associations d'usagers, qui eux disent ça serait bien que le voyageur paye un peu plus, contribue un peu plus, ce qui est assez surprenant pour une association d'usagers. Et un autre, alors il y a eu plusieurs, parce qu'il y a eu des contributions dans ce cadre de cette conférence, il y a eu plus de 100 contributions. Et il y a une contribution qui m'a un peu tapé dans l'œil, c'est la contribution de Transdev. Pourquoi Transdev? Parce que c'est les concurrents qui arrivent qui doivent faire baisser les prix. Et c'est intéressant parce que Transdev, dans cette contribution qu'ils ont envoyée justement dans le cadre de la conférence de financement des transports, qui est la base un peu théorique qui a été utilisée pour ce projet de loi. Et donc dans cette contribution, Transdev, ils disent quoi? Je le lis parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Nous avons également soulevé la question de la part des usagers dans le financement du fonctionnement du transport public et de la nécessité de remettre cette participation à la hausse. D'accord. Donc, ok, c'est pas mal ça, parce qu'on nous dit aussi que la concurrence, ça va faire baisser le prix du train pour les voyageurs. Et là, tu nous cites un concurrent qui évoque dans une conférence la possibilité d'augmenter le prix des billets. Eh ben ouais, moi c'est ça que je trouve bon. Ça, c'est un peu les petites surprises qu'on a avec l'ouverture à la concurrence. Ouverture à la concurrence, ça va baisser. Bon, là, il y a un concurrent, Transdev, et il dit, moi, je trouve que les prix des billets, il manque de l'argent. Ça tombe bien. Une des façons de récupérer de l'argent, c'est augmenter le prix des billets. Et ça, c'est pas l'État qui le dit, c'est Transdev, c'est le propre concurrent qui dit, moi, j'ai une solution, il faut augmenter le prix des billets. Ils anticipent un petit peu. Donc, effectivement, le projet de loi, lui, ce qu'il propose, concrètement, lui, il propose de doubler. Alors, la contribution des pour être plus exact, le projet de loi, lui, il propose de se caler sur l'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque année, tu avais une inflation. Là, c'est 0,9% en 2025, mais il y a quelques années en arrière, pendant les grands problèmes du Covid, il y a eu une inflation à 4, 5 ou 6%. Voilà. Bon, lui, le projet de loi, il dit on va se caler sur l'inflation. C'est-à-dire qu'on va on va inciter plutôt, pour être plus exact, je fais attention parce que je sais qu'elles sont un peu regardées, nos vidéos, après on dit qu'on raconte des conneries, c'est dingue. Donc on va inciter les régions, les autorités organisatrices, à augmenter le prix au niveau de l'inflation. Elles auront toujours la possibilité de ne pas le faire, mais quand même, vu qu'avant, elles faisaient un peu ce qu'elles voulaient, si elles voulaient augmenter, elles n'augmentaient pas. Là, si elles ne font rien, ça augmente automatiquement. C'est-à-dire que pour ne pas augmenter, il y aura tout un processus à faire. Donc ça va les inciter au moins à se caler à l'inflation. Alors c'est vrai que quand l'inflation n'est pas très élevée, à la limite, ce n'est pas trop grave, mais rappelez-vous, il y a 2-3 ans, on avait une inflation à 5%. Si cette loi était passée il y a 2-3 ans, les prix des TER, ils auraient augmenté de 5%, ce qui est quand même pas rien. Voilà. Et face à ça, justement, à Sudrail, j'imagine que ce n'est pas la position qui est retenue. Et c'est quoi la revendication de Sudrail sur ces trains du quotidien et le prix du billet pour les voyageurs? Alors nous, ce qu'on dit, c'est attention. D'abord, parce que dans le projet de loi, et notamment dans son étude d'impact,
il parle de doubler la contribution du voyageur. On a dit elle était 17%, ce qui passera à 30%. Voilà. Alors il dit mais non, c'est l'étude d'impact, c'est pas la loi. Ce qui est vrai, c'est pas marqué dans la loi. Mais s'ils le marquent dans l'étude d'impact, c'est qu'ils ont un objectif. Et évidemment, les gouvernements, ils ont des objectifs à court, moyen et long terme. Et on comprend bien dans la contribution du MEDEF que ça, c'est repris. Parce que si tu doubles la contribution du voyageur, ça permet de baisser la contribution du patron via le versement mobilité. Alors nous, sur Sudrail, on a des propositions. Nous, on pense qu'aujourd'hui, on est à un moment un peu charnière, historique. Pourquoi ? On voit les catastrophes naturelles. Je pense que les climato-sceptiques, ils ne sont pas à la mode. C'est compliqué d'être climato-sceptique quand toutes les semaines, tu as soit des inondations, soit une catastrophe naturelle. Là, on sort de la période des inondations, on va arriver sur soit le vent, soit les fortes chaleurs. Enfin voilà, je pense que ce n'est pas le bon timing pour les climato-sceptiques. Donc les gens se rendent compte qu'il y a un lien entre la pollution et le climat qui part en live. Donc il y a un enjeu aujourd'hui de décarboner les transports. Meilleure façon de décarboner les transports, on quitte la voiture pour aller sur le train ou les transports en commun. Voilà. Bon, c'est vrai que le train et les transports en commun, il a un avantage. C'est qu'il est, je ne parle pas des TGV, hein, je parle bien des transports en commun, il n'est pas cher. Il n'est pas cher. J'ai regardé là, vous prenez sur les TER, pour tous les gens qui ont un abonnement, la moyenne de ce qu'ils payent pour faire 100 km, c'est 4 € pour faire 100 km. C'est pas cher. Voilà. Donc c'est un argument incitatif à prendre les transports en commun. Si vous commencez dans un premier temps à augmenter les prix, dans un premier temps via l'inflation, mais quand même avec l'objectif de le doubler, eh ben cet argument de finalement les transports en commun c'est pas cher, vous risquez de le perdre. Et on risque de passer à côté de l'enjeu historique qui est quoi ? Qui est de quitter la voiture carbonée pour les transports en commun décarbonés. Ce n'est pas du tout incitatif de passer par cet angle-là.